il écrivait dans toute l'histoire de la ville. Enfin, c'est une petite ville, hein. Et tous les gars se connaissaient, ils se regroupaient en quartier, mais ils se connaissaient. Des quartiers avaient des relations, ils avaient tous des relations, ils avaient des centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, c'était le sport, le centre d'intérêt, c'était le cinéma, le centre d'intérêt, c'était la maison de la culture. Donc, le centre d'intérêt, c'était par exemple le terrain Forail, c'est-à-dire Forail à l'époque, le marché de bœufs où il y avait la lutte traditionnelle, les gens se retrouvaient. Donc, ils se connaissaient à travers leur quartier. Et lui, il voulait être témoin de son époque. Mon papa s'appelle Maman Moustapha, Ibaba Moustapha. Il est né à Bogo en 1952 et est décédé en France, c'était en 1982, le 1er novembre 1982. Bon, mon papa avait effectué ses études primaires et secondaires à N'Djamena. Et après, en 1973, il a obtenu son bac série A4 avec une mention assez bien. Et il a fait ses études en France. Il a obtenu sa licence en droit public. Et après, il a fait sa maîtrise en droit, également en droit public, option économique et politique, sciences économiques et politiques. C'était à l'université de Paris 5. Maintenant, après ça, il avait préparé sa maîtrise. C'était en 1978 à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Dès son jeune âge, Mohamed Moustapha, connu sous le nom de Baba Moustapha, s'est intéressé aux activités culturelles comme l'écriture des pièces de théâtre. Il fut l'un des premiers dans ce domaine. Très jeune, Baba Moustapha a beaucoup écrit dans le théâtre, notamment, je dirais, les grandes pièces de théâtre qu'il a écrites et qui ont été primées. Le Maître de Djinn, par exemple, qui a été monté et joué par l'ORTF. L'ORTF, c'est l'Office de radio et télévision française. Puis, plus tard, Macquarie aux épines, qui est une autre pièce de théâtre très grave, très précise, qui a été, elle, grand prix du jury du théâtre international, du concours théâtral interafricain. Et la pièce la plus sérieuse, la plus profonde, a eu le grand prix spécial du 11e concours théâtral interafricain, c'est Le Commandant Tchaka. Et il a aussi gagné le prix de la meilleure nouvelle en langue française, La Couture de Paris. Et là, il parlait, justement parce que je lui ai dit, La Couture de Paris, c'est par rapport au nom qu'on donne dans nos boutiques, la couture de machin, le meilleur couturier. Mais son petit frère est tailleur. Yacoubou, paix à son âme. Macquarie aux épines est l'une de ses premières pièces de théâtre. C'est elle qui l'a fait connaître au grand public. Elle a été jouée par des comédiens tchadiens. Il était en avance sur son époque. En avance, vraiment en avance. Parce qu'imaginez, Macquarie aux épines était écrite quand il était en première. Baba Moustapha a obtenu le premier prix concours théâtral interafricain. En première, Macquarie aux épines. Déjà en prologue, quand il disait, Macquarie aux épines, je passe dans le prologue, si artiste, je devais produire des œuvres qui ne seraient que belles, je ne le ferais pas. Mais faire quelque chose qui rende compte de la souffrance de tout un peuple, aux prises avec un destin cruel. Notre art doit, enfin je paraphrase, rappeler à chacun le poids de la responsabilité. Imaginez un type en première de l'époque qui n'avait pas 18 ans,
avait cette réflexion, alors que nous autres, en première, on cherchait les boîtes de nuit, on cherchait les booms. À l'époque, j'étais directeur adjoint de la culture et nous sommes rendus au Burkina Faso et nous avons joué Makari aux épines. C'était encore une pièce de Baba Moustapha. Et nous avons joué ça devant le public, disons au théâtre, au Festival international du théâtre de Ouagadougou. Et ça a connu un grand succès. Ashta, ou le drame d'une fille mère, est sa pièce de théâtre la plus connue au Tchad. Tout est parti d'une discussion entre Baba Moustapha et ses amis. Quand il avait commencé, c'était avec les pièces de Ashta ou le drame d'une fille mère. Là, on avait commencé, on avait discuté avec lui, parce qu'on se réunit avec les amis, nous sommes les 4 amis là, on se réunit ensemble, on discute. Lui, moi j'apporte mon sujet, lui il apporte son sujet, l'autre ami apporte son sujet, on discute, lui il note. Au fur et à mesure qu'on parle, il note, il prend. Dès qu'il a pris note, il le met en pratique. Il les met, il écrit, il fait un livre. Quand il a dit, fini avec le hashtag drame, et c'est nous les amis, le nom de tous les acteurs là, c'est nous, les amis là seulement, il n'y a pas quelqu'un d'autre. On a pris nos noms, on a mis dedans. Il y a Moussa Haroun, bon, il y a Tijani, que Dieu le pardonne, il n'est pas de ce monde. Il y a moi, il y a lui-même, il y a un ami là qui s'appelle Ousmane. Parce que c'est lui l'acteur du film. Les inséparables. Il y a lui, Baba, il y a Tijani, il y a Moussa Haroun et il y a moi. C'est l'histoire d'une grossesse indésirée chez une jeune fille. Amoureuse d'un jeune qui est tombé enceinte, qui a été chassé de sa famille et qui s'est retrouvé sans aucune aide. La seule aide qu'elle a trouvée, c'est d'aller au bord du fleuve et de se suicider. Pour moi, c'est un drame, mais en même temps, ça rappelle, attention, il faut éduquer les enfants, les garçons, comme les filles. Parce qu'à l'époque, quand j'ai fait cette pièce, je l'ai adaptée à la radio, une fille qui tombe en grossesse, elle est renvoyée. Cette pièce a été mise sur scène par Khayar Omar Defalla avec des artistes tchadiens et a été diffusée par la radio Tchad. J'ai commencé par la problématique jeune fille, grossesse indésirée. Mais en même temps, je me dis, mais pourquoi j'ai choisi ça? C'est parce que souvent, la jeune fille, elle est 3 fois victime. D'abord, elle est victime parce qu'elle est très jeune, victime parce qu'elle est enceinte, victime parce que dès lors qu'elle tombe enceinte, c'est la société entière qui lui tombe dessus. Et je me dis souvent, à l'époque, je n'étais même pas marié, je me dis, ça n'arrive pas qu'aux autres. Chaque parent, potentiellement, si on ne donne pas la place à la jeune fille, la place qui lui revient en tant que citoyenne d'une république, on risque d'arriver tous, en tant que parents, de tomber un jour sur cette catastrophe. Cette pièce a connu un grand succès. Elle a été appréciée par le public de l'époque. Il y en a qui ont apprécié, ils m'ont dit que c'est une très très bonne chose, parce que tu as introduit une nouveauté à la radio Tchad. Et ça, c'est quelque chose de positif. Baba Moustapha, dans cette pièce-là, a restitué cette question, cette problématique de la jeune fille qui devient subitement mère. Il a bien restitué cette problématique et il a fait ça de façon géniale aussi, il faut le dire. C'est l'une de ses premières pièces de théâtre. Il a donc bâti cette pièce autour donc de cette jeune fille, mère, et il faut dire que la pièce est bien écrite. Son amour pour la lecture et l'écriture l'a conduit à écrire son premier
et dernier roman, à savoir Le souffle de l'harmattan. Cet ouvrage a été édité par la maison d'édition Sepia en 2000 grâce à l'initiative des amis de l'écrivain. Je suis tombé sur l'association Mieux connaître le Tchad, surtout une grande dame, Madame Toubiana, c'est-à-dire le couple Joseph et Marie-Josée Toubiana. Je remets le carnet à Marie-Josée Toubiana. Elle m'a dit, mais Ismaël, tu as sauvé quelque chose pour ton pays. Et c'est elle qui avait une étudiante, parce qu'elle s'occupait des étudiants en thèse. C'était pratiquement 200 ou 500, 300 000 pour qu'on saisisse. Et avec l'association, elle s'est battue. Et on a pu publier le roman à titre posthume. Le roman Le souffle de l'harmattan, qui a gagné le prix Albert de l'Académie de la France d'Outre-mer. Et ce prix, Marie-Josée est venue à N'Djamena, au centre culturel français. On a été dans la famille de Baba Moustapha. Il y avait tous les enfants, leur mère, leur oncle. On leur a remis l'argent en espèces, ils ont signé les engagements. C'est un roman de 350 pages qui retrace les péripéties de la vie politique et sociale dans le Tchad des années 1970 et 1980 à travers l'amitié entre deux jeunes Tchadiens issus de deux communautés différentes. Il a une œuvre, le seul roman qu'il a écrit et qui a été publié après sa mort, donc c'est une œuvre posthume, c'est comme ça qu'on le dit dans le jargon. Ça s'appelle Le souffle de l'harmattan. Je suis sûr qu'il écrivait sur cette œuvre qui en fait pour lui était 2 tomes. Il a fini le premier et il y avait la maquette, l'esquisse du 2e tome quand il était décédé. En nettoyant les vitres de son salon en France, il s'est blessé puis il est mort. Le souffle de l'harmattan donc a été réuni et publié par ses amis et sa famille, et c'est l'un des romans les plus intéressants. La métaphore de la destruction est à un agent. L'agent, c'est l'harmattan. L'auteur a voulu prendre ce vent bénéfique, comme je l'expliquais tout à l'heure, et en faire un prédateur, une espèce disons, d'animal invisible, sournois, dangereux, destructeur qui rentre dans le corps de l'homme, qui tue d'abord son environnement, puis il l'attaque physiquement et détruit même sa cellule sociale. Donc ce vent bénéfique devient une espèce de virus, d'espèce de maladie qui fait exploser de l'intérieur toute la composante d'un pays. Ayant grandi à N'Djamena, autrefois Fort-Lamy, Baba Moustapha a entre autres relaté les événements de 1979 qu'a connu le Tchad. Il s'agit des combats entre les hommes du Premier ministre de l'époque, Hissène Habré, et les forces gouvernementales dirigées par le général Félix Maloum. Il a présenté l'harmattan qui est un vent fort comme un être vivant qui détruit tout sur son passage. Le souffle de l'harmattan devient encore plus dangereux dans la mesure où il devient en fait la guerre civile. C'est un peu la métaphore de la guerre civile en N'Djamena, où finalement les cœurs, après avoir asséché la nature, après avoir asséché les chemins des hommes, eh bien les cœurs aussi s'assèchent. On en arrive à un moment où, dans la ville de N'Djamena, personne n'écoute personne, personne ne supporte personne, personne ne comprend personne, à un point tel qu'on se rentre dedans, excusez-moi, entre guillemets, on s'entretue, on s'en va chacun chez ses parents, dans sa famille. C'est en réalité le clanisme, le tribalisme et l'ethnisme qui ont été très souvent la gangrène dans notre pays. La trame de l'histoire s'articule autour des 3 principaux acteurs qui sont Haroun, sa sœur Zenabaye et son ami Ganda. Les 2 premiers représentent le nord du pays et le 3e le sud. Haroun vivait avec son père et Ganda également. Le père de Ganda est médecin, vétérinaire, et vous entendez très bien que l'onomastique, les noms des personnages prédestinent aussi à une espèce de dualité. C'est le personnage bicéphale du Tchadien en fait, le nordiste et le sudiste. Mais ce sont des gamins, on les a pris dans ce roman-là à la fleur de l'âge, des enfants au moment où ils n'ont pas de clivage à connaître, ni de séparation à construire, ni de refus de l'un ou de l'autre. En ce moment-là, ils étaient proches.
Ils jouaient ensemble, ils allaient à l'école, ils sortaient débusquer les oiseaux aux environs de la ville et ils venaient, ils étaient heureux, contents, les parents de l'un acceptaient l'enfant des autres, etc. Et, par la suite, ils ont aussi une sœur qui s'appelle Zenabaya dans le roman. Elle va devenir en quelque sorte une espèce de touche d'espoir qui, certainement chez le narrateur, préfigure en quelque sorte une espèce de ciment entre Haroun et Ganda. Parce que la sœur de Haroun qui s'appelle Zenabay, elle est amoureuse de Ganda et Ganda est amoureux d'elle. Et cette histoire va, bon, c'est des petits amourettes d'enfants, c'est l'éveil des sens, c'est les sensibilités premières. Je connais cette fille, je l'aime elle-même, mais ce n'est pas quelque chose qui va plus loin. Et en fait, même dans le cadre du roman, ça devrait être un amour qui visait un au-delà, d'après la débâcle du souffle de l'Harmattan. Le clivage nord-sud est visible dans l'œuvre de Baba Mustapha, surtout avec la séparation des familles de Ganda et de Haroun. Cela est dû à la tournure qu'a prise la vie politique en N'Djamena. La ville de N'Djamena finalement devient une espèce de corps, si on prend une métaphore clinique, médicale, où la ville est partagée en deux par l'avenue Charles de Gaulle, qui passe un peu vers Zongo pour ceux qui connaissent la ville de N'Djamena. Et au sud de cette ville, c'est la ville sudiste, et au nord de cette ville, c'est la ville nordiste. Alors vous voyez bien que la rue Charles de Gaulle devient comme une trace de scalpel, le scalpel étant le couteau avec lequel les chirurgiens coupent les corps pour aller trouver les tumeurs ou autres pour les sortir et soigner les corps. Ici, ce n'est pas le cas, c'est juste une division. Peuple tchadien. Pour le peuple tchadien, je n'avais que ce mot à la bouche. Aujourd'hui, sur cette terre du Tchad, en N'Djamena, j'ai tiré sur des bonhommes simplement parce qu'ils portent un pantalon et une chemise, ils fuyaient par-dessus le marché. D'autres ont tiré sur des gens simplement parce qu'ils portaient des boubous. Ils fuyaient eux aussi, s'écrit Sakhayer visiblement irrité. Aujourd'hui, la ville est pleine de ces tueries. Elles ont continué, mais elles se sont arrêtées prisonnières de deux communautés antagonistes, en fait. Les enfants ne se sont pas refusés, et c'est l'espoir que le narrateur a voulu garder. Parce que, de toutes les façons, Haroun a sauté la rue de Charles de Gaulle, qui est la frontière tracée, et il est allé de l'autre côté, il a trouvé Rachel, qui est la femme du père de Ganda, qui s'est affolée. Il était tellement déçu, les choses étaient tellement différentes qu'il ne connaissait pas. C'est une nouvelle lecture de la nouvelle situation qui l'a fait reculer, mais en fait, ça n'a pas été la préoccupation, sans nul doute, du narrateur de vouloir montrer une séparation. C'était même pas l'espoir. En fait, l'espoir, c'était de garder cette relation. Malgré ces clivages nord-sud, l'auteur demeure optimiste et nous rassure quant à l'avenir commun de ces communautés. Nous avons fait la guerre, c'est vrai, mais peut-on aujourd'hui compter le nombre de pays qui, à un moment ou un autre de leur histoire, ont connu de tels drames? L'important, c'est de se rappeler ce qui s'est passé, non pour attiser la haine, mais afin que plus jamais cela ne se reproduise. L'important, c'est de retenir la leçon et se dire qu'il en est des jeunes nations comme de ces enfants qui apprennent à marcher. Ils trébuchent, ils tombent, mais pour se relever plus fort, plus droit. Je sais que tu reviendras un jour, mon ami Ganda. Et ce jour-là, plus rien ne pourra plus jamais nous séparer. Dans cette œuvre, l'auteur a été autant réaliste qu'optimiste. Parce que vous voyez bien que là, il y a une espèce de recherche presque chimique de tous les ingrédients de cette guerre. De tous les ingrédients, il est parti depuis la nature, c'est-à-dire la débâcle écologique d'abord. Il essayait d'expliquer que, au fond, ce qui est arrivé après le souffle de l'Harmattan qui a chassé les hommes de leur milieu naturel et arrivé en N'Djamena à créer la guerre et les a séparés, en fait, ceci est inhérent à la nature. C'est la nature elle-même qui est imprévisible et c'est la nature elle-même qui, peut-être cycliquement,
produisait des situations de conflit, des situations d'explosion, des situations, etc. Donc il est resté toujours optimiste dans la mesure où Zenabaya est toujours resté quelque part dans son cœur, il y a un Ganda. Ganda a toujours une Zenabaya dans sa tête, sauf que l'objectif probable dans la trame du roman n'était pas seulement un mariage, c'était des enfants. D'abord, je le précise, c'est encore un amour d'enfant au niveau des éveils des sens, mais c'est vécu comme l'émanation de deux communautés antagonistes. Oser l'amour déjà, dans ce cadre-là, c'est nourrir un espoir encore difficile à tenir. Sur le plan de la sémantique, Baba Mustapha avait cette capacité de présenter l'harmattan comme un monstre destructeur. Et dans sa narration, il a opté pour un langage simple et compréhensible. Ce roman est écrit dans un style sobre, simple. Le vocabulaire est léger et compréhensible, c'est-à-dire il n'y a pas de recherche d'élitisme dans le sens ni dans l'image. C'est des choses qui parlent au commun des lecteurs. Et c'est vraiment formidable comme livre. Il est facile à lire. C'est le début du mois de juillet. Nous avons passé les BEPC avec succès, mon ami Ganda et moi. Chacun de nous a obtenu des surcroîts, une moyenne confortable pour passer en classe de seconde. Je me souviens encore de l'immense joie que nous avons ressentie à l'annonce des résultats. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête de fin d'année organisée par le collège. Beaucoup de lecteurs apprécient le style de l'auteur dans ce roman Le souffle de l'harmattan. Son livre, c'est une sorte de journal, du jour au jour, qui décrit cette séparation entre lui et ses amis par rapport aux événements qui sont en train de se dérouler au Tchad. Et d'ailleurs, ce livre-là, il ne l'a pas vu. Il l'a écrit, il l'a laissé, il est mort. C'est après son décès que cette œuvre posthume a été éditée. Baba Mustapha est le seul écrivain tchadien qui écrit des textes sans prendre parti. Ça, vous n'allez pas trouver chez les autres auteurs. Vous prenez l'ensemble des écrivains tchadiens, quand il est du sud, il a une connotation qui a tendance à basculer vers là. S'il est du nord, il a tendance à... Or, Baba Mustapha est le seul écrivain tchadien qui ne prend pas un angle d'attaque. Il restitue les faits. Il écrit les choses telles qu'il voit. Avec un seul roman, Baba Mustapha est cité aujourd'hui parmi les classiques comme Joseph Brahim Saïd. On dit un artiste ne meurt jamais. La preuve, c'est qu'on aura beau faire, mais Baba Mustapha fait partie des classiques de la production littéraire du Tchad. Ils ne sont pas nombreux. Il y a Joseph Brahim Saïd, Palou Bebnone, lui et Noël Netenon Djekeri. Je dis classique parce que c'est ceux qui ont sévi plus longtemps. Ils ont été reconnus parce que écrire, tout le monde peut écrire. Mais écrire de façon sensée et touchante, ce n'est pas donné comme ça. Deuxièmement, quand on dit des classiques, c'est que produire, ce n'est pas seulement écrire un livre ou deux, ou écrire je ne sais pas quoi, et puis dire je suis écrivain. N'est pas écrivain qui veut, mais écrivain qui peut, dans une certaine mesure. Et pourquoi? Parce que c'est l'accueil de votre ouvrage qui fait de vous un écrivain. Si vous n'êtes pas parlant, si votre plume ne chante pas, si vous ne savez pas organiser ce que vous voulez transmettre à travers une trame, une histoire qui transporte, qui parle, qui attire, qui fascine, vous ne pouvez pas parler d'écriture. Intéressés par les œuvres de Baba Mustapha, les artistes tchadiens ont joué sur scène le contenu de ce roman qui appelle à la réconciliation nationale, à l'acceptation de l'autre malgré les différences. C'est le cas de la compagnie théâtre Vivant Baba Mustapha, créée en 1983, un an après la mort de l'écrivain. Quelques jours après la publication du Souffle de l'harmattan en 2000, la famille de Baba Mustapha décide de donner tout le fonds documentaire de leur papa à l'ami de la famille, Ismaël Bencherif. Ce fonds documentaire est composé de quelques coupures de journaux, des textes administratifs et de ses écrits à lui. Parmi les documents retrouvés, il y a des documents qui concernent l'environnement et plus précisément la flore. Je retrouve, il a récupéré toutes les plantes du Tchad qu'il collait sur des bouts de papier, il faisait des recherches. Et
Ce volume, je l'ai remis à un ami parce qu'il est une association de défense de l'environnement, Hamdan Nadif. Ces documents ont été remis à l'Association pour la protection et conservation de la faune et de la flore apocryphe pour exploitation. Notre travail avec Ben Cherif a consisté à nous fournir ce document que vous voyez devant vous. Donc Ismaël Ben Cherif nous a fourni ces documents-là, que lui-même il a trouvé dans le fonds documentaire de Feu Baba Mustapha. Connaissant les activités de notre association dans le domaine de l'environnement, il a jugé utile de nous confier ces documents-là pour une meilleure exploitation. Et justement, nous avons exploité ces documents, nous l'avons trouvé un document assez remarquable, puisque toute la flore soudano-sahélienne est représentée ici en images. Donc vous avez différentes espèces de cette flore-là. En image, vous trouvez le feuillage, les fruits. Et ce faisant, donc, vous connaissez que le nom de telle ou telle espèce est là où elle pousse, etc. etc. Donc, c'est le lieu également de remercier Ismaël Ben Cherif de nous avoir mis à notre disposition ces documents qui, à notre avis, contribuent fortement à la connaissance et à l'identification des espèces de notre potentiel floristique. Ces documents-là, que nous avons intitulé Guide de la flore tchadienne établi par Baba Mustapha. Les pièces répertoriées dans ces guides de la flore tchadienne sont au nombre de 140. À travers le travail de Baba Mustapha, l'ONG Apocryphe a profité pour faire un autre travail. Il s'agit de dresser l'identité de chaque plante. Chaque chercheur ou bien chaque personne qui vient devant cette espèce, il connaît quand même son nom, localement comment elle s'appelle, elle pousse dans quel milieu du Tchad et son nom scientifique, elle appartient à quelle famille botanique. Donc c'est en quelque sorte un tableau de bord qui nous renseigne sur... Donc là, on a répertorié plus d'une soixantaine d'espèces. Le nom de l'espèce Balaenitis aegyptiaca. Donc elle appartient à cette famille qu'on appelle Zygophyllacées. Son nom local, c'est le savonnier. Provenance donc centre et nord-est du Tchad, et localement en arabe local on l'appelle Haglich. Pour récompenser cet homme d'exception pour son apport multiforme, le gouvernement a décidé de donner son nom au Centre culturel tchadien. Il devient depuis 2003 la maison de la culture Baba Mustapha. En 2003, il y avait le festival Fest Africa, le Tchad sous les étoiles. Et nous avons dit que c'est le moment idoine de débaptiser la maison de la culture, le centre culturel tchadien là, en maison de la culture Baba Mustapha. Nous avons eu la chance que le Premier ministre soit Moussa Faki. Et dans son discours, on lui a émis l'idée et on lui a dit, comme vous êtes le chef du gouvernement, votre parole, c'est un arrêté. Et lors de l'ouverture de Fest Africa aux affaires étrangères, il dit, je déclare que désormais, le centre culturel tchadien est devenu maison de la culture Baba Mustapha. Pour nous, c'est une grosse émission. Quand la nouvelle est tombée, c'est la joie au niveau de la famille. Bon, la réaction de la famille était positive, tout le monde était très content parce que ça permettait d'abord d'immortaliser le nom du papa et ça permet aussi à ceux qui ne connaissaient pas qui était Baba Mustapha de se poser la question et d'avoir des réponses et comme ça ils sauront que Baba Mustapha c'était un écrivain tchadien qui a écrit beaucoup de pièces théâtrales, des livres et ça faisait énormément plaisir. Et je me rappelle, ma grand-mère, quand elle était venue à N'Djamena, elle avait appris qu'il y avait une maison de la culture qui était, le nom était dédié à Baba Mustapha. Elle est partie pour visiter ce centre. Elle était très très contente, hein, tout comme tous les membres de la famille. Le centre est devenu aujourd'hui un lieu de rencontres et d'échanges culturels et un centre d'activité pour les hommes de culture.
Mais à peine je tourne mon dos, tu m'as trompé. Depuis quelques années, des jeunes Tchadiens organisent un festival littéraire annuel dénommé le Souffle de l'Harmattan. Le festival Le Souffle de l'Harmattan tire son nom, sa dénomination du roman de Baba Mustapha. Son roman Le Souffle de l'Harmattan, publié à titre posthume, c'est un livre qui met en scène un certain nombre de nos réalités. Et au-delà de l'intrigue, c'est-à-dire de l'histoire que Baba Mustapha raconte, eh bien, il prône la réconciliation, le vivre ensemble. Et moi, en lisant ce livre, je me suis rendu compte que c'est un très bon livre. Il va falloir, à travers Baba Mustapha, essayer de pérenniser sa pensée. Et donc, ce festival vise simplement à mettre en visibilité la littérature tchadienne, qui a un corpus assez immense. On a de nombreux auteurs publiés, écrit des livres de tous les genres. Et donc, il leur manque un cadre de retrouvailles, un cadre de brassage pour partager, ne serait-ce que partager leur passion de l'écriture. L'âne qui entre dans l'arène et dit: j'ai souvenance qu'en est près des moines passants, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense, quelques diables aussi me poussant. Non. Allah c'est d'aller Achir. Allah c'est d'Achir. Zéréana, papa, mon père, là. Ana la masabe lisana na ibas kalas. Ana ma akalta mafi. Allah lik Allah, c'est d'aller Achir. Ce festival Le Souffle de l'Harmattan, organisé à la fin de chaque année, est en train de devenir un salon du livre. Donc je crois que la pensée de Baba Mustapha à travers Le Souffle de l'Harmattan est en train de devenir un festival international de l'écriture, des auteurs du livre. Ça devient en quelque sorte un salon du livre où des éditeurs, des bibliothécaires, tous les moyens de la chaîne littéraire sont là pour dérouler tout ce qui mine la production littéraire tchadienne et puis essayer de s'arrimer aux autres littératures. Puisqu'on ne vit pas en autarcie, on ne vit pas en vase clos, on doit s'ouvrir également aux autres et c'est ça l'important. Dans les années 1980, Baba Mustapha vivait avec sa famille à Paris en France. En 1982, il décède suite à un accident. Je rentre à Paris juste pour une semaine et après continuer vers la Libye. Dès que j'arrive, on me dit « Ah, Baba Mustapha est gravement malade, il est à l'hôpital. » C'était au Kremlin, Bicêtre. Je devais voyager le lendemain. Il fallait absolument que je parte le voir. J'arrive à l'hôpital au Kremlin, Bicêtre. Je demande, on me dit « Non, il est en soins intensifs, c'est-à-dire en réanimation. On ne peut pas me laisser entrer. » Je suis resté, puis je voyais vers la salle de réanimation une antillaise, un noir qui sortait et qui m'a vu, j'étais un peu agité. Il me disait, mais qu'est-ce qu'il y a? Je disais, non, c'est mon grand frère. Moi, je viens de voyage, je suis arrivé hier, et on m'a dit, mon grand frère a eu un accident, machin. Alors elle m'a dit, bon, ok, venez avec moi. Elle m'a amené, elle m'a fait porter la combinaison. Et puis j'entre. Là, je le vois comateux, avec toutes les machines. Et puis mes larmes coulaient. Je pleurais. Elle m'a dit, venez vite, parce que si mes chefs me voient, c'est interdit. Je ressors le lendemain, je voyage. J'étais à Bruxelles, parce que je devais prendre la Sabena pour le voyage. J'apprends que Baba Mustapha est mort, c'est-à-dire 48 heures après l'avoir vu. Et puis quand je suis rentré à Paris, on me dit que le corps a été envoyé à N'Djamena. Donc 82, il est parti. Selon l'acte de décès établi par la mairie de Kremlin-Bicêtre, Baba Mustapha est décédé le 1er novembre 1982. Il meurt à l'âge de 30 ans et laisse derrière lui une famille nombreuse, dont sa maman, Zénaba Boukar.
Il a été enterré à N'Djamena au cimetière de Goudji Amralgos au 2e arrondissement. Au total, nous sommes au nombre de 8, dont 4 actuellement qui sont en France. Il y a 2 qui sont aux États-Unis et nous 2, nous sommes là avec le petit frère. Homme public, Baba Mustapha laisse derrière lui beaucoup d'anecdotes et d'histoires qui se racontent autour de sa personne. Ce que je retiens, c'est quelqu'un qui aimait trop lire. Il avait toujours un bouquin, il étudiait, il lisait. Et je me rappelle d'une histoire qui s'est passée en France quand on était petit, dans un autre établissement. Il n'y avait pas assez de noirs, on était 3 je crois, 3. Il y avait nous et puis une famille dont l'enfant s'appelait Loussou et l'autre Tchatchibi, je crois. Et souvent, je me plaignais chez mon papa qui me renvoyait à la direction. Et une fois, on s'est bagarré et la direction avait convoqué les parents. Et quand le papa était venu, alors il leur a fait savoir que souvent, moi je l'envoie vers vous, mais vous n'avez pas voulu décanter la situation. Et maintenant, voici, le problème a dégénéré. Et c'est maintenant que vous nous avez convoqués et j'attendais ce moment. Et donc, il les a fait comprendre que non, si on nous a envoyés ici, c'est au même titre que les autres. Et le problème de couleur ne devait pas se poser et que prochainement, ça ne devait pas se répéter. Baba était plus petit que nous, mais il n'était pas moins notre ami aussi. Il était quelquefois dans le sérail de notre amitié. Et Baba, je l'ai connu comme quelqu'un, je garde l'image de quelqu'un qui avait toujours un bouquin en main, qui avait toujours un roman. Et c'est ce qui a fait de lui d'ailleurs le grand écrivain qu'il était. Baba avait toujours un livre, il lisait systématiquement. Tout le temps, il a les bouquins, les livres en main. Il n'y a pas de jour où tu le trouveras tenir un livre en main. Il prend les livres, il les lit. Et souvent, il va au marché, il achète tous les livres. Toutes les qualités de livres, soit le roman policier, soit ici, il achète des livres, il les lit constamment. Même s'il mange, il a l'autre met dans la boule, mais il prend le bouquin, il est là, il est en train de lire. Avec son livre Le souffle de l'Harmattan, Baba Mustapha entre dans le cercle des écrivains à titre posthume. 35 ans après sa mort, cette mémoire inconnue est aujourd'hui connue. Baba reste et demeure un homme exceptionnel. Un homme qui a de l'amour, amour pour son pays, un homme qui aime la paix et un grand narrateur de l'histoire de Forlami. On a perdu un grand homme. Non seulement il a la plume, mais c'était un grand homme dans le sens noble du terme, un grand intellectuel. J'ai dit paix à son âme. Paix à son âme.